Gouvernement RPR, les dangers d'une guerre d'usure. Politique étrangère, François Mitterrand regrette l'absence de la France. Ski, première descente à Val d'Isère, pour les Françaises aussi, mais dans le classement. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Avant toute chose, et avant par exemple de développer l'actualité de l'Hexagone, il nous faut revenir le temps d'une minute sur cet événement qui a tout de même failli ébranler l'une des rares parties du Proche-Orient encore stable, l'Arabie Saoudite. Je veux parler de la prise d'otage de la grande mosquée de la Mecque. Les autorités saoudiennes ont en effet accepté de lever enfin un coin du voile sur ce mystère que nous essayions de démonter hier soir avec un reportage sur place. Opération terminée, dit le ministre de l'Intérieur à Jeddah. 75 rebelles tués, 60 de nos gardes nationaux tués également, 200 autres blessés et 170 insurgés prisonniers. Vous allez maintenant voir quelques-uns de ces rebelles, mais d'abord le ministre de l'Intérieur. C'est donc le ministre de l'Intérieur saoudien qui apparaît en personne à la télévision pour annoncer la capture des derniers rebelles qui occupaient la grande mosquée de la Mecque. Et puis, cet homme, l'un des chefs des insurgés. Épuisé, ses lèvres s'agitent pour balbutier on ne sait quelle prière, mais aucun son ne sort de sa gorge. Il s'est battu avec les autres insurgés pendant près de 2 semaines, d'abord à l'extérieur, puis dans les souterrains du lieu saint, contre les troupes saoudiennes, des soldats bien armés, bien entraînés et nombreux. Finalement, ils se sont rendus parce que leurs assaillants ont utilisé les gaz pour les débusquer. On a relevé 75 cadavres d'insurgés, 170 autres ont été capturés, dit le ministre. La plupart d'entre eux étaient des Saoudiens, mais il y avait également des Égyptiens, des Yéménites du nord et du sud, des Pakistanais et même des Marocains. Quel est le lien qui unit tous ces hommes? Quel est le motif qui les a poussés à prendre d'assaut le lieu le plus saint de l'islam? Qui était derrière cette opération? Toutes ces questions, on l'imagine, ont déjà été posées à ces hommes, et de quelle manière? Aveuglés par le flash, par la lumière du flash qui accompagne la caméra de télévision, ils continuent à marmonner une prière muette, car ils savent bien quel est le sort qui les attend, la mort. En Iran, pas de développement spectaculaire de la situation, rien sur les otages, si ce n'est cette irritation des étudiants qui les retiennent prisonniers, irritation devant la condamnation cette nuit du Conseil de sécurité de l'ONU. Et puis la décision des Britanniques de geler les avoirs iraniens en Grande-Bretagne. Ainsi en a en effet décidé la haute cour sur demande d'une banque, la Chemical Bank. Ainsi donc, l'État iranien se voit dans l'impossibilité de retirer le moindre bien, fût-ce une épingle, de Grande-Bretagne. François Mitterrand a évoqué le dossier iranien à l'occasion d'une conférence de presse cet après-midi. Il a condamné la prise d'otage à Téhéran, mais a également critiqué la position du gouvernement français. Nous l'écoutons. Sans renoncer en rien à notre analyse critique très sévère sur les agissements du grand capitalisme et des gouvernements américains dans de nombreux endroits du monde et particulièrement là, il n'empêche que le fait précis et circonscrit de l'enlèvement d'otages dans une ambassade étrangère n'est pas acceptable, doit être dénoncé. Et toute considération de politique extérieure passe après la proclamation solennelle du respect des droits de l'homme. Et là encore, pour des barils de pétrole, après les compromissions avec le Shah, c'est aujourd'hui la soumission au cours des choses, le langage à demi-mot qui amène le président de la République, au fond, d'un clin d'œil, à signifier « continuez donc ». Et puis le premier secrétaire du Parti socialiste est revenu sur l'affaire des diamants de Bokassa. Il a voulu prendre une certaine hauteur, mais a refusé le principe invoqué par certains de la raison d'État. Je dis et je répète que pour des socialistes, il n'y a pas de raison d'État. Et que tout homme public, y compris bien entendu le plus important d'entre eux, doit être en mesure à tout moment d'expliquer et de s'expliquer, sans que l'on préjuge en quoi que ce soit approbation ou condamnation. Il n'y a pas de raison d'État. Il y a le déplorable processus de la politique franco-centrafricaine
la triste compromission de la France dans la dictature de Bokassa, il y a l'étrange et maladroite intervention de la France dans les affaires intérieures du Centrafrique au cours de ces dernières semaines, et il y a par voie de conséquence une situation particulière du président de la République et des gouvernants français qui se sont laissés entraîner plus qu'il ne convenait dans des relations de caractère personnel qui se trouvent à l'origine de la question que vous me posez. Côté communiste, Jean Hellenstein réplique aux propos de Georges Marchais que nous avons diffusé hier soir sur cette antenne, propos assez durs. Pour l'historien communiste, il s'agit d'injures exotiques empruntées probablement à l'entourage de l'ayatollah Khomeini. M. Marchais avait dit « On ne jette pas la pierre à un palmier stérile ». Réplique de Jean Hellenstein sur RTL « Qui sème le palmier récolte les dattes ». Du côté de la majorité, enfin, pas de proverbe, mais pas beaucoup de preuves d'amour non plus. Le nouveau débat sur les 2 motions de censure de l'opposition, débat provoqué par l'attitude hostile du RPR sur le projet de financement de la sécurité sociale. Ce débat s'engagera donc demain soir à 21h. Et on a un petit peu envie de se demander à quoi ça rime tout cela, Noël. Eh bien oui, tout cela paraît bien compliqué, mais finalement parfaitement logique. Après tout, il est tout à fait normal qu'un groupe parlementaire, même s'il appartient à la majorité, ne soit pas d'accord sur un texte présenté par le gouvernement et qu'il le dise. Il est tout à fait normal aussi que le gouvernement, attachant de l'importance à ce texte qu'il considère comme essentiel, veuille forcer la main de sa majorité et engage sa responsabilité devant l'Assemblée nationale. Tout cela est logique et tout cela c'est déjà fait. Au début de la Ve République, Michel Debré a fait adopter, ou plutôt a fait considérer comme adopter, la force de frappe française en ayant recours à cette procédure. Et Georges Pompidou avait également eu recours à cette procédure pendant la législature de 1967 qui, il est vrai, s'était mal et rapidement terminée. Une procédure donc qui a déjà été utilisée mais qui devrait être une procédure exceptionnelle. Elle est faite pour qu'un gouvernement puisse se tirer d'un mauvais pas, mais elle ne doit pas être une méthode habituelle de gouvernement. Alors ça va durer longtemps cette guéguerre, pour reprendre le mot des socialistes, bien, utilisé déjà par le général de Gaulle, je crois. Oui, eh bien cette question, je serais tenté de dire, toute proportion et toute révérence gardée, qu'on se la pose aussi lorsque l'on voit 2 chèvres qui s'arc-boutent front contre front au-dessus d'un précipice. En principe, évidemment, cela pourrait durer longtemps, car dans cette guéguerre, personne finalement ne veut la mort de l'autre. Le RPR a déjà dit qu'il n'irait pas jusqu'à renverser le gouvernement, et on sait que le président de la République ne dissoudra pas l'Assemblée nationale tant qu'il n'y aura pas eu le vote d'une motion de censure. Alors à chaque fois, le RPR va finalement souligner ce qu'il y a d'apparemment contradictoire dans son attitude, et puis à chaque fois aussi, le gouvernement va montrer qu'il n'a pas vraiment de majorité pour le soutenir. Alors dans cette guerre, ou si vous préférez, et dans cette guerre d'usure, on ne voit pas très bien ce que chacun peut gagner, mais on voit très bien ce que chacun peut perdre. Débat donc demain dans la nuit. Enfin, je verse dans ce débat politique une déclaration qui va beaucoup faire saliver. Elle est signée d'Edmond Maire et elle a été recueillie par le Républicain lorrain qui la publiera demain. Dans l'état actuel des choses, quels que soient les candidats ou le candidat de l'Union de la gauche, ce sera l'échec aux prochaines élections présidentielles. Je dirais même, ajoute le secrétaire général de la CFDT, que s'il y avait un président de gauche élu dans ces conditions, ce serait encore l'échec. Ce mot encore dans la bouche d'Edmond Maire, il est tout à fait clair que les élections de 81 n'auront pas pour nous, CFDT, l'importance des élections présidentielles de 74 et encore moins des législatives de 78. Un entretien recueilli, je vous rappelle donc, par le Républicain lorrain. En Conseil des ministres, ce matin, le chef de l'État a prôné la concertation entre l'État et les régions. Son Premier ministre venait de faire le point sur l'application des orientations prises à Vichy il y a 1 an. Le même Conseil des ministres a adopté une série de mesures en faveur des personnes âgées, extension de l'aide ménagère à des retraités qui n'en avaient pas le bénéfice jusqu'à présent, et d'une manière générale, de plus gros moyens pour cette aide ménagère. Le conflit des contrôleurs aériens maintenant, le point tout de suite des négociations et de la réaction des contrôleurs aériens avec Jean Pézieux qui se trouve au ministère des Transports. Oui, après environ 1h15 de discussion, peu de choses ont filtré de la salle où tout à l'heure le ministre Joël Le Teul accueillait, comme vous le voyez, les représentants des 7 syndicats entourés de Claude Abraham et Roger Macheneau, directeurs de l'aviation civile et de la navigation aérienne. Comme le souhaitaient les aiguilleurs du ciel, c'est donc au sommet que se déroule la discussion. Un bon point donc, le dialogue est renoué. Car dans le détail, les choses ne vont pas tout à fait ainsi. Il y a des thèmes en particulier sur lesquels les pouvoirs publics déclarent ne pas pouvoir négocier. Ceux par exemple qui touchent au statut
statut de la fonction publique, par exemple l'intégration des primes dans le salaire, les primes qui constituent environ 40% des revenus. Le droit de grève aussi n'est pas déclaré négociable ici, ce droit de grève qui a été retiré aux aiguilleurs en 1964. En revanche, il y a des points comme le calcul de l'indexation des primes, l'ouverture d'un 5e centre de contrôle à Reims ou aussi le fonctionnement des tableaux de service qui sont mis au point par le personnel. Sur ces thèmes-là, on peut négocier, dit le gouvernement. Vous savez par exemple que cette question des tableaux de service est très importante puisque c'est pour avoir refusé de les transmettre au chef de centre que 4 ingénieurs de Paris ont été mutés en province. La levée des sanctions contre ces ingénieurs ainsi que les mesures prises contre 150 contrôleurs peuvent d'ailleurs être un des points de déblocage aujourd'hui. Ils ne sont cependant pas un préalable, comme nous l'a dit tout à l'heure l'un des représentants des syndicats. En ce moment, on discute un point et sur ce point, c'est le premier accord qui semble intervenir. Il s'agit de la privatisation ou non des centres de contrôle. Vous savez que certains, devant l'extension du conflit, parlaient de privatiser les centres de contrôle. Eh bien, sur ce thème, les syndicats et le gouvernement sont tombés d'accord. Les centres de contrôle resteront un service public. Il n'est pas question de les privatiser. Mais on a seulement commencé à discuter ce thème. C'est donc une discussion qui va durer très longtemps. On parle même de minuit comme terme de cette discussion. Une certitude cependant, et c'est là-dessus que je voudrais terminer, quelle que soit l'issue de la discussion, les syndicats nous l'ont confirmé, le service restera normal jusqu'à demain soir, au moment où les assemblées générales des aiguilleurs du ciel se prononceront pour ou contre la reprise de leur mouvement. Merci Jean, nous vous retrouvons donc dans le journal de Pierre-Alain à 23h20. Social toujours, avec l'approche à grands pas de la date fatidique du 12 décembre, les élections prud'homales. Pour mieux comprendre l'enjeu de ce vote, Laurence Graffin s'est rendue avec une équipe d'Antenne 2 dans un tribunal prud'homal. Vous allez mieux comprendre ainsi comment fonctionnent dans la réalité les rouages de cette justice parallèle. Cette médaille dorée, c'est celle du président du Conseil de prud'homme. La présidence, qui est tournante, appartient aujourd'hui à un salarié, cadre dans une entreprise d'électricité et délégué CGT. Pour respecter le principe numéro 1 des conseils de prud'homme, la parité, 2 des juges sont des salariés, les 2 autres des employeurs. C'est donc jour de jugement dans la section commerce du conseil de Bobigny. Le jugement, c'est ce qui intervient quand les tentatives de conciliation ont échoué. La plupart des conflits qui viennent en jugement sont nés à l'occasion de licenciements ou de démissions. C'est un employeur qui accuse son ex-salarié de n'avoir pas effectué son préavis à la suite de cette démission. C'est un salarié qui conteste son licenciement ou estime qu'on ne lui a pas versé son dû. On peut plaider soi-même ou, comme c'est le cas pour le salarié que vous allez voir, se faire assister par un avocat. Je demande donc à titre de commission 11 911 francs 15. Je demande à titre de préavis 3 mois 27 185 francs 40. Comme mon excellent confrère tout à l'heure vous disait que son client n'est pas un juriste. Oh, je veux bien le croire. On a suffisamment de mal, nous autres, pour tenter de le devenir, pour bien vouloir admettre que nos clients ne le sont pas. Eux non plus ne sont pas des juristes. Alors comment arrive-t-il à trancher des cas compliqués? Nous ne sommes pas des juristes, nous sommes des salariés, des employeurs. Mais le fait de vivre au milieu, sur le plan professionnel, au milieu de travailleurs, d'employeurs, nous connaissons les problèmes de l'entreprise. Ceci, allié au Code du travail, nous permet de rendre des jugements que nous considérons comme justes. Vous nous expliquez qu'un chef d'entreprise... Ça fait 20 ans que je suis dans cette société et je connais les histoires, les sous et les aboutissants. Qu'un chef d'entreprise est obligé de signer un contrat de non, on nous a fait tout à l'heure le panégyrique. Moi, ça m'est égal, c'est le problème de l'entrepreneur, c'est pas le mien. Monsieur, vous qui êtes employeur, comment expliquez-vous que vous arriviez à tomber d'accord? Eh bien, parce que des plaidoiries auxquelles vous avez pu assister se dégage une impression, quelquefois, que nous ressentons tous, et l'unanimité se fait quelquefois d'emblée. C'est pas toujours le cas, et chacun, pour sa partie, salarié, employeur, amène des arguments, et on peut dire que la plupart du temps, nous tombons d'accord. Le Conseil, après en avoir délibéré. Dans cette section de Bobigny, depuis le début de l'année, on n'a jamais eu à appeler le magistrat professionnel qui peut venir départager les voix en cas de désaccord. En fait, dans une société conflictuelle,
les prud'hommes apparaissent la plupart du temps comme un exemple assez avancé de concertation. Et puis la suite des déclarations des leaders syndicaux à propos des prud'hommes. Ce soir, la Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises, autrement dit les PME. Ça prend peut-être une charge affective tout à fait différente. Quand on se dispute entre gens qui se connaissent bien, c'est pas du tout la même chose quand on dispute entre gens qui s'ignorent complètement. Qu'est-ce que vous attendez réellement des nouveaux conseillers? Bien, je n'attends rien d'autre que ce que j'attendais de leurs prédécesseurs. J'attends d'eux qu'ils ne se trompent pas de métier. Je voudrais qu'ils ne soient pas là pour défendre une quelconque idéologie, pour défendre les idées issues d'une quelconque doctrine, mais qu'ils soient bien persuadés qu'ils sont là pour faire régner la paix sociale dans l'entreprise, en respectant encore une fois cet esprit de compromis qui est directement issu de la bonne volonté. Coup de projecteur maintenant sur un département dont on ne parle pas souvent, la Martinique. Depuis sa visite aux Antilles, Paul Dijoux, c'était il y a 1 mois et demi, eh bien le climat social n'a cessé de se dégrader. Paul Dijoux voulait notamment réduire progressivement la majoration dite spéciale des fonctionnaires, en clair la prime de vie chère. Autre objectif du ministre secrétaire d'État au Dom-Tom, diminuer les avantages fiscaux de certains jugés privilégiés. Un plan qui n'est au stade de projet, mais qui a déjà provoqué de nombreuses réactions hostiles. Gérard Linet et Dominique Merlin reviennent de la Martinique. C'est joli le créole, même quand ça dit des choses graves. Exemple, ces graffitis. Voilà peut-être le drame de la Martinique, une île qui ne produit presque plus rien, mais où certains vivent de mieux en mieux grâce aux subsides de la métropole. Le Martiniquais n'est plus paysan ou maçon, mais chômeur ou gratte-papier. Les fonctionnaires, leur nombre a triplé en 25 ans, ils font figure de privilégiés. Jean Théodore, 38 ans, instituteur, marié, 3 enfants. Un fonctionnaire moyen, il perçoit une indemnité de vie chère de 40%, ce qui met son salaire au niveau de celui de l'agrégé parisien. Ça fait donc 18 ans que j'enseigne. Je touche un salaire maintenant qui est, je n'ai pas peur de le dire, voisin de 7 000 francs. Il y a 20 ans, près de 20 ans, je touchais le 10e, 700 francs. Alors, direz-vous, mon salaire a été multiplié par 10. Mais ce qu'il faut voir dans le même temps, c'est que les dépenses que nous avons, l'économie, plutôt la régression économique a fait un pas tel que le pouvoir d'achat n'a pas, si vous voulez, augmenté, au contraire. Pour le gouvernement, la prime de vie chère n'est plus justifiée. Les prix ont augmenté de 12% l'an. Pour les syndicats qui réclament le maintien de leur pouvoir d'achat, l'augmentation est supérieure à 20%, car l'île est devenue un supermarché et consomme une quantité accrue de produits importés, donc plus chers. En ce qui concerne le privé, par contre, nous exigeons que l'on serve à nos camarades du privé un SMIC convenable. Nous disons un SMIC martiniquais parce qu'il n'est pas admissible que l'on dise que la vie soit plus chère à la Martinique et que les gens soient payés à un SMIC inférieur au SMIC métropolitain. Donc, dans un premier temps, il faudrait au moins que l'on serve au privé le SMIC servi en métropole. Première chose. Et deuxième chose, dans un pays où il y a autant de chômage, les travailleurs ne sont pas protégés. Donc nous demandons l'extension de la loi chômage telle qu'elle existe en métropole. Économie à l'envers avec d'un côté ses victimes, un taux de chômage 4 fois plus élevé qu'en France, et de l'autre côté d'autres privilégiés. Les béquets, une trentaine de familles monopolisant le commerce et les meilleures terres agricoles. Exemple, la banane, un secteur organisé à leur profit exclusif. Domaine de plusieurs centaines d'hectares, un lobby puissant. Lors du vote du budget, l'Assemblée nationale a repoussé le projet de réduction de leurs avantages fiscaux. Depuis le 1er mai 1971 jusqu'à aujourd'hui, j'ai créé 400 emplois. Avec ce que ça comporte d'avantages, d'inconvénients, de risques. Je ne dois rien à personne. Tout ce que je pouvais avoir, je dois à moi-même. Alors, je ne vois pas où est le privilège. Maintenant, si on estime que j'ai trop de terre, que j'ai une trop grosse exploitation, que j'ai créé trop d'emplois, il appartient
responsable public, de me dire qu'il nationalise mon affaire ou qu'il me paie le dédommagement nécessaire en contrepartie de ce que j'ai fait. Je n'ai pas à en rougir. Un domaine, il est vrai, qui ne bénéficie ni de primes à l'installation, ni de primes à l'emploi, comme le secteur entreprise. Privilégié, je ne crois pas. Je crois que ce sont des aides qui contrebalancent les inconvénients d'une activité aux Antilles. En effet, nous sommes soumis à des charges différentes que ne supportent pas des entreprises en métropole. Nous avons des prix de stockage. Nous sommes obligés de stocker dans des quantités nettement supérieures à la métropole. Nous avons des prix de revient qui sont supérieurs étant donné l'éloignement. Je pense que l'une des raisons principales du manque d'investissement local, c'est peut-être le manque de confiance dans le statut politique de l'avenir. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. On se demande si jamais on ne sera pas demain indépendant. Alors si on est indépendant, qu'est-ce qu'on fera ici? Non sans amertume, les Becker rappellent leur soutien financier aux partis politiques au pouvoir. Ils s'estiment mal payés de retour et assurent que le souci officiel de rigueur économique et de justice fiscale cache un règlement de compte. Ils seraient soupçonnés d'être trop favorables à une éventuelle candidature présidentielle de Jacques Chirac. Retour à l'étranger maintenant avec tout d'abord la désignation du premier ambassadeur d'Israël en Égypte. Le poste échoit à un homme qui compte à Jérusalem. Elianou Ben Elissar, l'actuel directeur de la présidence du Conseil, et donc à ce titre bras droit de Menachem Begin. Menachem Begin qui a eu un autre geste, cette fois en direction des habitants de Cisjordanie. Il a en effet fait libérer le maire de Naplouse en Cisjordanie, que vous voyez ici même sur ces images. Arrêté il y a près d'un mois, Bassam Chaka avait tenu des propos jugés favorables au terrorisme. Son arrestation, vous vous en souvenez, avait été à l'origine de très nombreuses protestations. Elle avait également provoqué la démission de tous les maires de Cisjordanie et de la bande de Gaza. L'Union soviétique retire une partie de ses troupes stationnées en Allemagne de l'Est. Cette décision avait été prise par Léonid Brejnev en octobre dernier à l'occasion du 30e anniversaire de la République fédérale allemande. Pourquoi? Les explications de Jean-Pierre Biondi. Il s'agit en fait d'un premier retrait concernant 500 blindés et 10 000 hommes implantés en Allemagne orientale, soit la moitié de la réduction prévue. La date d'un tel retrait n'est pas due au hasard. En effet, les 15 pays de l'OTAN étudieront la semaine prochaine à Bruxelles un nouveau plan d'équipement des forces nucléaires du pacte atlantique. Par son geste, M. Brejnev veut donc créer un climat favorable à des pourparlers ultérieurs avec l'OTAN sur la réduction globale des armes atomiques en Europe. Mais on notera que le retrait garde une portée limitée. Il ne concerne qu'une division dont on ignore le degré de qualité technique, et alors que l'équilibre des forces penche largement en faveur des soviétiques pour les chars, les avions, l'artillerie et le nombre des troupes à terre. Enfin, il faut tenir compte du fait que les soviétiques ont amélioré ces derniers temps leur capacité à acheminer des renforts par air. C'est ainsi que cette division, qui va mettre plusieurs jours à quitter le pays, pourrait y être ramenée en moins d'une journée. E anniversaire de la République démocratique allemande, bien sûr. Passons de l'autre côté du mur, précisément dans la République fédérale, à l'ouest. Libération anticipée de maître Klaus Croissant, le défenseur du groupe extrémiste Baader-Meinhof, devait être libéré au début de l'année prochaine. Il l'a été donc plus tôt que prévu et il envisage maintenant de se rendre en France, d'où il avait été extradé. Encore 3 télégrammes en provenance de l'étranger. Tout d'abord, le principe d'un cessez-le-feu en Rhodésie, accepté par tous les participants réunis à Londres. Cette guérilla dure depuis plus de 7 ans et elle a déjà fait plus de 20 000 morts. Démission du Premier ministre irlandais, le départ de Jack Lynch, qui sera effectif la semaine prochaine, va certainement amener un durcissement des relations déjà très tendues entre Dublin et Londres. Jack Lynch était en effet considéré comme modéré. Et puis 3e télégramme, Georges-André Chevalaz, élu président de la Confédération helvétique. En Suisse, les présidents changent tous les ans.
Information générale, une nouvelle attaque contre des convoyeurs de fonds. 2 d'entre eux appartenant à la société Brinks ont été tués aujourd'hui au cours de l'attaque de leur fourgon. Une nouvelle agression qui repose le problème de la sécurité de ces hommes trop souvent attaqués. Sur les 3 principales sociétés privées spécialisées dans le transport des fonds, la Brinks est la plus importante. Elle emploie 600 convoyeurs armés, possède 300 véhicules blindés conçus spécialement pour décourager les agresseurs éventuels. Mais il y a toujours un moment où les convoyeurs sont vulnérables lorsqu'ils mettent pied à terre, et il y a trop fréquemment des gangsters assez audacieux pour les attaquer. La dernière fois qu'il y avait eu mort d'homme, c'était à Reims, le 31 août dernier. Ils sont 4000 en France en tout qui exercent ce métier pas tout à fait comme les autres. Ils transportent chaque jour plus d'1 milliard de francs. La formation des hommes, le port d'armes, les règles obligatoires de sécurité sont fixées par la loi depuis juillet dernier. Cette profession s'est répandue depuis 20 ans en France lorsque les banquiers avaient décidé d'organiser la protection des fonds transportés. La mort d'une très grande dame de la peinture, Sonia Delaunay, qui est morte aujourd'hui à Paris, à 94 ans. Ce peintre a été l'un des pionniers de l'art abstrait. Il y a 5 ans, Adam Saulnier l'avait rencontré. Peut-on dire, Sonia Delaunay, que lorsqu'un artiste s'exprime d'une manière conforme à son sentiment profond de la vérité esthétique, et le fait toute sa vie de la même manière, son œuvre ne vieillit pas? Oui, c'est ma conviction. Mais enfin, ça me préoccupe très peu. Qu'est-ce qui vous préoccupe? Ce qui me préoccupe, c'est ma vie personnelle, ma poésie intérieure, et de l'exprimer le plus librement possible. Et de vivre le plus librement possible. Donc, réduire mes besoins au strict minimum pour ne pas avoir des concessions à faire. Cette grande doyenne de l'art abstrait était née en Ukraine et était venue en France en 1905. Le chef de l'État a présidé aujourd'hui les cérémonies marquant le 20e anniversaire de la fondation de la vocation. Cet organisme a été créé en 60, donc à l'initiative de Marcel Bleusen-Blanchet. Il récompense les jeunes qui, dans divers domaines, ont ce que l'on appelle la vocation. Jacques Chancel leur rendait hommage dans son dernier grand échiquier. Le patrimoine français s'est enrichi aujourd'hui d'une collection d'œuvres d'art et de souvenirs historiques ayant appartenu aux empereurs Napoléon Ier, Napoléon III et, vous allez voir, la famille impériale. Vous savez qu'au début de la Troisième République, pour des raisons politiques qui ne m'appartiennent pas de juger, la famille Bonaparte avait été exilée de France. Et naturellement, toutes les collections appartenant à cette famille se trouvaient à l'étranger, en Suisse, en Belgique. Elle courait donc un risque de dispersion extraordinaire auquel cette donation met fin. Ces grands souvenirs appartenant à notre famille et qui viennent et qui ont été créés par le fondateur de la dynastie appartenaient à la France beaucoup plus qu'à une famille. Malheureusement, pour l'instant, c'est encore dans des coffres. Alors, où les Français pourront-ils voir toutes ces merveilles dont vous parlez? On ne voit là que quelques exemplaires. Alors, d'abord, dès la fin de cette année, aux Archives nationales, il y aura une exposition d'archives. Ensuite, à l'automne 1980, une exposition de certains objets dans le cadre de l'année du patrimoine. Et puis, et c'est ce qui est très important, d'ici à environ 2 ans, l'ouverture à Fontainebleau d'un grand musée napoléonien, car aussi paradoxal que ce soit, c'est véritablement un paradoxe, la France n'avait pas de musée consacré à Napoléon. Des chiffres maintenant, ceux du loto et du tiercé. Tout d'abord les pronostics de Pierre-Anne Bresse pour le tiercé qui se courra demain à Vincennes dans le prix de Clisson. Le 7, le 5, le 17, le 8, le 18, le 9, qui a un joli nom, le 11 et le 20. D'autres chiffres maintenant, ce sont ceux du loto, cette fois des résultats définitifs, le 7, le 12, le 15, le 27, le 35, le 40, avec comme numéro complémentaire, vous le voyez, le 48. Sport, ski, c'est parti avec le critérium de la première neige qui s'est disputé aujourd'hui à Val d'Isère. Galanterie oblige, ce sont les femmes qui ont commencé. L'éternelle Marie-Thérèse Nadig a remporté cette épreuve. Première française, Fabienne Serra, termine à la 16e place. Et on attendait pourtant Caroline Attia, mais d'entrée le sort a frappé. Elle se démet l'épaule au départ et à chaque virage à droite, elle risque de partir dans les filets.
Elle termine courageusement à la 20e place, grimaçant de douleur, et devra observer une période de 10 jours de repos. Temps de Caroline Atia, 1 minute 23 secondes, 76 centimes. À qui va donc sourire cette première descente de Coupe du Monde? À Anne-Marie Moser-Preull. On l'a dit, en petite forme, se préparant surtout pour les Jeux Olympiques, mais elle se contentera ici de la 5e place. Mais les Jeux Olympiques ne sont pas encore là, et auparavant, 2 skieuses ont pris un ascendant psychologique sur l'Autrichienne. Tout d'abord, Cindy Nelson, l'américaine. Dans cet exercice où elle allie vitesse et technique, Cindy Nelson confirme le pronostic qu'il a placé dans les 3 premières. Elle est 2e à 32 centièmes de seconde de qui? De Marie-Thérèse Nadig, la Suissesse, qui dévale ici à plus de 100 km de moyenne, l'une des plus grandes vitesses jamais enregistrées en Coupe du Monde. C'est une authentique spécialiste de la descente, championne olympique à Sapporo. De cette première épreuve, les révélations sont venues d'une Canadienne et d'une Américaine, totalement inconnues et classées 3e et 4e. Quant au vrai duel Nadig-Preull, s'il a lieu, il faudra attendre encore un peu. Voilà qui m'amène à la météo. Aujourd'hui, un temps bien agréable sur une grande partie de la France et les températures que vous voyez pour un 4 ou 5 décembre, je ne sais plus, en témoignent. Demain, et bien sûr la Bretagne et la région parisienne, le temps sera doux mais très nuageux avec une menace quand même de pluie sur la Manche et dans le nord-est. Avant de vous quitter, les prochains rendez-vous que vous avez avec l'information, tout d'abord 23h20, Pierre Alain pour les toutes dernières informations, et puis demain à 12h45, toute l'équipe d'Antenne de Midi, c'est-à-dire Jean-Pierre Le Guérin, Patrick Lecoq et Raymond Tortora, vous proposeront une enquête très intéressante sur les cantines scolaires. Bonsoir, à demain 20h. Bonne soirée.